Les crypto-monnaies, c'est un peu comme un film de science-fiction. On ne comprend pas grand-chose au verbiage pseudo-scientifique qui sous-tend l'intrigue. Ce qui compte, c'est de rejouer à plus soif le grand combat des forces du bien et du mal et de créer un vertige métaphysique sur la vulnérabilité de la condition humaine. Les crypto-monnaies ont leurs savants fous qui veulent devenir les maîtres du monde, leurs armées invisibles de mineurs, mercenaires de la cause, leur univers parallèle du dark web qui gangrène de façon rampante l'ordre établi. Elles ont leur guerre hégémonique, celle que livrent les fintech pour évincer demain les banques et avec elles tout le système de supervision pyramidale des banques centrales et des États, celle que se livreront aussi demain les grandes puissances pour imposer leur crypto-devise au reste du monde. La presse regorge de papiers sur le combat de titans que fourbit la Chine avec son crypto-yuan qu'elle verrouille à débauche de brevets pour prendre de vitesse le crypto-dollar, encore à l'ébauche au MIT et à la Banque centrale de Boston. Mais on le sait aussi, le monde opaque du web s'enflamme régulièrement de façon virale sur des mots magiques qui doivent, en l'espace de quelques années, transfigurer le monde avant que le soufflet ne retombe. L'histoire longue reprenant ses droits. Il en fut ainsi du big data, de l'impression 3D, de l'intelligence artificielle, etc. Revenons déjà au terme de crypto-monnaie. Si l'on accorde un sens au mot, quelles sont les qualités qu'elle devrait posséder ? 1. Crypto, cela veut dire qu'il s'agit d'un instrument virtuel qui opère de façon décentralisée, traçable, pratique, non manipulable, grâce à la blockchain, court-circuitant les banques et les gouvernements. La fiabilité digitale est telle que l'on accepte une crypto-monnaie avec autant de confiance qu'une pièce ou qu'un billet, en dépit de sa non-matérialité. Sans tiers de confiance, sans tout l'édifice pyramidal qui sous-tend le fonctionnement des monnaies classiques, même électroniques, qui fait que chaque transaction, au plan micro, se matérialise bien en bout de chaîne par le changement de la position débitrice de la banque A et créditrice de la banque B auprès de la banque centrale, ce que l'on appelle la compensation, essentielle à la cohérence et à la robustesse du système des paiements. 2. Monnaie, cela veut dire que cet actif virtuel est désiré comme unité de compte, c'est-à-dire comme étalon stable de valeur, comme instrument de transaction largement admis et comme instrument de réserve pour conserver sans risque son épargne. Fiable, traçable, pratique, référent lisible de la valeur, instrument de transaction et de conservation de la richesse, c'est lorsque toutes ces propriétés sont réunies que l'on peut parler de crypto-monnaie. Autant dire alors qu'il n'existe encore aucune crypto-monnaie. Prenons le Bitcoin aujourd'hui, qui capitalise 60% des crypto-monnaies. Sa volatilité est telle qu'il ne peut servir ni d'unité de compte, ni d'instrument fiable de transaction, pouvant se transformer en monnaie de singe d'une seconde d'un jour à l'autre, et encore moins de support de conservation de la valeur. Le Bitcoin est peut-être crypto, il n'est pas monnaie. Derrière ce terme sans contenu véritable, on finit par mettre tout et n'importe quoi. Les porte-monnaies électroniques, par exemple, ne sont que des avatars de nos porte-monnaies physiques et se greffent sur l'édifice des monnaies traditionnelles. Autre exemple, les crypto-devises, qui elles sont bien de la monnaie banque centrale, pilotée par l'émetteur souverain, sans faire appel à la décentralisation de la blockchain. Ce que tentent les banques centrales à travers cela, c'est d'inventer un substitut numérique aux espèces, la monnaie fiduciaire donc. Pour la Chine, il ne s'agit pas de mener une guerre hégémonique contre les États-Unis, mais d'abord une guerre contre elle-même, tracer les transactions, affaiblir les crypto-monnaies qui constituent des failles en termes de souveraineté, d'anonymat et de permissivité pour faire évader les capitaux. Rien de crypto là-dedans, on devrait parler d'espèces digitales. Alors, si derrière le terme fourre-tout des crypto-monnaies, il n'y a pas toujours du crypto, et encore moins de la monnaie, qu'y a-t-il ? Une nouvelle gamme d'actifs au rendement et au risque d'une ampleur inconnue, qui les place aux antipodes de la monnaie. Pour les addicts de la spéculation, c'est de la drogue puissance 10. Il suffit de comparer les cours du Bitcoin avec ceux de l'or ou des actions américaines, même les plus risquées avec le Nasdaq, pour comprendre que les gains et pertes potentielles sont d'un autre ordre. Contrairement à l'or ou aux actions, il n'y a aucun fondamental, aucun référent ultime qui empêche les arbres de monter jusqu'au ciel.
Dans les années 2000, face à la pénurie d'actifs sans risque, la finance avait inventé des actifs sans risque artificiels à travers la titrisation. Dans les années 2010, elle a inventé leur antimatière, des super actifs risqués, tout aussi artificiels, mais qui permettent d'élargir la palette de diversification pour les plus riches. 97% des bitcoins sont aujourd'hui entre les mains de 4% de ce que l'on appelle les adresses, ce qui signifie que quelques acteurs en jeu peuvent avoir une influence massive sur le marché du Bitcoin. Un jouet pour les quelques privilégiés, comme une œuvre de Jeff Koons par exemple, ou les œuvres digitales, sujets à un fol engouement actuellement, qui deviennent de super ascenseurs pour faire de l'argent avec de l'argent, sur un mode autoréférentiel, dès que la petite caste qui en maîtrise les cours décide qu'il en soit ainsi.